Alors bonjour à tous, nous allons donc commencer une série de vidéos sur la partie 8 du programme de BPH de Terminal ST2S. Cette partie traite des gènes et la transmission de l'information génétique. Le chapitre 8.1 va être consacré à la présentation de l'information génétique et son expression. Alors comme à chaque fois on va présenter donc les capacités exigibles au baccalauréat qui correspondent bien à ce chapitre. Tout d'abord, vous devez être capable de distinguer base azotée, un nucléotide, l'ADN, la chromatine, la chromatide et les chromosomes. Ensuite, vous devez être capable de représenter les différents états du chromosome au cours du cycle cellulaire, différencier et localiser transcription et traduction, identifier les acteurs de la transcription et de la traduction, transcrire une séquence d'ADN et traduire la séquence d'ARN messager obtenue, et enfin repérer une mutation et déterminer sa conséquence sur la séquence polypeptidique. Alors justement, les deux dernières capacités sont interrogées au baccalauréat sous forme d'exercice, donc appliquées à une pathologie. Alors première chose, pour être à l'aise avec cette partie 8 et notamment le chapitre 8.1, vous devez être capable de reconnaître les différents éléments de l'ultrastructure d'une cellule animale eucaryote. Donc le chapitre justement qui parle de la cellule animale eucaryote a été vu en première. Alors ici j'ai mis un schéma justement d'une cellule animale que l'on va donc annoter ensemble. Tout d'abord ici vous avez cette flèche qui vous montre en fait l'ensemble de cette structure. D'accord, la structure ronde au milieu donc de la cellule. C'est donc le noyau. Ce noyau est délimité par une double membrane ici, qui est interrompue de temps en temps, formant des pores. On verra donc les pores nucléaires. Donc ces pores ont un rôle très important de communication justement entre le noyau et la partie externe, ici le cytoplasme. Donc là c'est l'enveloppe nucléaire. Donc attention, pas membrane nucléaire, enveloppe nucléaire, puisqu'il y a bien une double membrane qui fusionne ici, qui se joignent à ce niveau-là. Ensuite, une flèche qui indique ces organites, donc là vous en avez deux dans ce schéma, caractéristiques par également une double membrane, et la membrane interne forme des replis qu'on appelle des crêtes. Donc ça on l'a vu, ça c'est la forme caractéristique d'une mitochondrie, qui est l'organite qui produit l'énergie cellulaire. Donc ça a été vu en première, le rôle de chaque élément. Ensuite, vous avez ici une flèche qui indique un organite. Alors là, il manque deux, trois petites choses, parce que normalement, c'est recouvert de petits points, qui sont des ribosomes. Mais cet organite qui est en continuité avec le noyau est le REG, le réticulum endoplasmique granuleux. Alors cette flèche qui n'est pas très visible ici, vous montre le trait bleu autour de cette cellule. Donc ça, c'est la membrane plasmique. Ensuite, vous avez une flèche qui indique la structure rose au milieu du noyau. Donc ça, c'est l'usine qui fabrique les ribosomes cellulaires. C'est donc le nucléole. De l'autre côté, vous avez une flèche qui indique ici un organite où cette fois-ci, les sacs membranaires ne sont pas reliés entre eux. Ils communiquent grâce à la formation de vésicules. Donc ça, c'est caractéristique de l'appareil de Golgi. Et sur ce schéma, alors on pourrait évidemment annoter encore d'autres éléments, mais on va terminer ici par ces petits filaments verts qui forment justement des formes symétriques, linéaires au niveau de la cellule. Ce sont des filaments du cytosquelette. Alors vous devez être capable de reconnaître ces éléments sur un schéma, savoir les annoter et savoir le rôle de chacun. Donc ça, je vous renvoie au cours de première. Alors en introduction de ce chapitre, il faut savoir que les cellules d'un individu, donc là ce sont des cellules animales eucaryotes, possèdent toute la même information génétique. On parle alors de génome, et ce génome est sous forme d'ADN. On verra d'ailleurs ce que signifie ADN et quelle est la forme qu'il va prendre selon l'étape de la vie cellulaire. Et donc le génome est responsable des caractères propres de chaque individu. Le support de cette information génétique est constitué par les chromosomes. Donc on verra la structure d'un chromosome, les annotations des différentes parties d'un chromosome,
et le nombre de chromosomes est spécifique de chaque espèce. Donc l'espèce humaine possède 46 chromosomes, avec donc 23 paires de chromosomes. On va commencer donc la présentation de la structure du génome. Donc la structure des acides nucléiques. Et on va commencer par l'ADN, donc il faut absolument connaître la signification de cet acronyme. ADN signifie acide désoxyribonucléique. Alors justement, l'appellation ici est en lien direct avec la structure justement du monomère formant cette molécule. Alors justement, vous avez dans votre cours le document 1 qui vous montre ici la formule et le schéma d'un désoxyribonucléotide. On va commencer par justement observer le schéma. Donc ici, vous avez un nucléotide. On voit qu'il est constitué au centre d'un désoxyribose. On reviendra dessus plus tard. Alors, ribose, c'est un sucre à 5 côtés. Et désoxy, en fait, sur un des carbones, qui est le carbone 2' ici, il n'y a pas de OH, alors qu'ici, normalement, il y en a un. Donc là, on ne le voit pas puisque c'est un schéma. Donc on a juste pris la forme à 5 côtés caractéristiques du ribose. Ensuite, à droite, on a relié une base azotée et de l'autre côté, un groupement phosphate. Donc vous devez être capable de savoir dessiner un nucléotide et connaître le nom de chaque constituant. Alors vous n'êtes pas obligé de respecter ces formes. Si vous mettez ici un cadre, un rectangle et un rectangle pour la base azotée, c'est pas gênant. Ce qui est important, c'est de vraiment connaître les trois noms et de les relier ensemble correctement. Alors, on est comme dans la structurale, donc en biochimie. Donc là, vous avez la correspondance. La base azotée, on l'a représentée ici avec deux cycles, puisque sa formule est bien faite de deux hétérocycles azotés, puisqu'on a de l'azote et du carbone au niveau des cycles. Ce sont des cycles aromatiques avec des doubles liaisons. On a ici une fonction cétone, une fonction amide. Donc on a deux cycles à coller. Le ribose ici, on voit bien, il y a un OH ici. Donc là, normalement, on ne devrait même pas mettre de barre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de OH, alors que le OH est en 3'. Donc quand il n'y a pas de OH en 2', on parle de désoxyribose, caractéristique de l'ADN. Et enfin, le groupement phosphate, donc c'est un phosphore avec une valence de 5 qui est relié à 4 atomes d'oxygène. Donc ici, il y a une double liaison O. Donc dans ce document, vous devez connaître uniquement la partie schématique, donc savoir le dessiner et la noter. Donc en descriptif, l'ADN est un polymère, donc ça c'est très important, on l'a vu, cette notion en première. On a les monomères qui sont les composés de base, les molécules les plus petites, qui vont s'assembler entre elles grâce à des liaisons covalentes pour former des grandes molécules, des grandes chaînes, qu'on appelle des polymères. Donc là, l'ADN, c'est un polymère formé de l'association de nombreux désoxyribonucléotides, puisqu'on insiste bien sur le désoxyribose qu'on ne retrouve pas dans l'autre molécule. Et donc ces nucléotides sont reliés entre eux par des liaisons covalentes, ça veut dire des liaisons fortes, et le nom précis de ces liaisons, ce sont des liaisons 3', 5' phosphodiester. Donc déjà, si vous retenez que ce sont des liaisons fortes, donc des liaisons covalentes, à représenter par des traits pleins, c'est déjà très bien. Alors je reprends ici le schéma du nucléotide, puisqu'on va continuer le cours. Chaque désoxyribonucléotide est formé donc d'un ribose, donc un ose, c'est un monomère glucidique qui a perdu une fonction alcool sur le carbone numéro 2. Donc c'est celui-là, puisque le 1, 2, 3, 4 et le 5 est ici. Donc comme il a perdu une fonction alcool, on parle de désoxyribose. Ensuite, un élément qui a une formule ici brute H2PO4, qu'on appelle aussi groupement phosphate ou phosphate tout simplement. On parle également d'acide phosphorique. Donc acide phosphorique, groupement phosphate ou phosphate, ça désigne donc la même molécule. Et enfin, on a en jaune, ici dans le texte, mais en orange sur le schéma, c'est une molécule qui a un ou deux cycles, on verra un peu plus tard. Donc, ce sont des hétérocycles azotés, puisqu'il y a des carbones, mais aussi des atomes d'azote à l'intérieur du cycle. On parle de base azotée. Donc on verra qu'il y en a 4 dans l'ADN. Voilà, donc ça c'est très important de connaître ces trois constituants d'un nucléotide, d'un désoxyribonucléotide, précisément au niveau de l'ADN. Alors dans votre cours, vous avez donc la formule des 4 bases azotées qui sont regroupées en deux parties. On a les bases puriques qui sont faites de 2 cycles azotés. Alors les formules ne sont pas à connaître, par contre vous devez connaître, c'est pour ça que je les ai enlevées,
Vous devez connaître donc l'abréviation, alors c'est assez simple puisque c'est la première lettre du nom, et le nom complet. Donc ici, les bases puriques, on a l'adénine, et ici, on a la guanine. Donc on a les deux cycles à l'intérieur. Ce qui change, en fait, ce sont les fonctions, les groupements fonctionnels qui sont sur les cycles. Et l'autre groupe de bases azotées, ce sont les bases pyrimidiques. Là, on voit qu'elles sont constituées toutes les deux d'un seul cycle. Donc au niveau chimique et biochimique, c'est beaucoup plus simple. Et donc ici, le C correspond à cytosine et ici, le T, c'est la thymine. Donc vous devez être capable de nommer ces 4 bases azotées et de donner leur abréviation. Alors, dans la suite du cours, vous avez un document, le document 4, qui vous propose ici un schéma qui représente un seul brin d'ADN. Vous verrez pourquoi j'insiste dessus. Alors, ce document vous indique ici une extrémité 5' et une extrémité 3'. Et en fait, un brin d'ADN est toujours lu dans le même sens. On va le lire de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3'. Donc en fait, chaque brin d'ADN est orienté 5' vers 3'. Alors, à la suite du cours, vous avez un document qui, cette fois-ci, vous montre une représentation schématique d'une molécule d'ADN. On voit ici qu'on a un premier brin 5' vers 3', donc on met une flèche ici, une pointe de flèche en 3'. On voit qu'en face, on a un autre brin qui est en face, sauf que l'extrémité 3' est en face de l'extrémité 5' du premier brin, et également pour l'autre extrémité. On voit ici les lettres dont on vient de parler, les A, les T, les C, etc. Donc ça, on verra dans la suite du cours, ce n'est pas choisi au hasard. Les petits traits ici, ce sont des liaisons hydrogènes. Alors justement, ce sont des pointillés, ça vous indique ici que c'est vraiment à ne pas confondre avec des liaisons covalentes. Une liaison covalente, c'est un trait plein. Une liaison faible, comme les liaisons hydrogènes, c'est en pointillé. Donc dans le cours, vous devez savoir que les deux brins qui constituent la molécule d'ADN sont en orientation inverse. Donc le mot qui correspond, on dit que les deux brins sont antiparallèles. Et ensuite, ils vont être complémentaires, c'est-à-dire que les deux brins vont pouvoir s'associer les uns aux autres, en respectant ce qu'on appelle la règle de complémentarité des bases. Alors cette expression est très importante parce qu'elle va nous permettre de justifier pas mal de choses et surtout au niveau des exercices de transcription et de traduction. Alors les bases azotées sont en effet complémentaires 2 à 2. Vous voyez ici au-dessus que la lettre A, ici, est toujours associée à la base T. Grâce ici à 2 liaisons hydrogènes en pointillé, donc ce sont des liaisons faibles. Donc là on le note, grâce à 2 liaisons hydrogènes. Donc à chaque fois, il y a un A en face d'un T, et toujours entre les deux, il n'y a toujours que 2 liaisons hydrogènes. Ça ne change jamais. La base azotée C s'associe toujours avec la base azotée G. Et là, vous voyez sur le schéma que ça se fait grâce à 3 liaisons hydrogènes. Sur le document 6, vous avez un schéma qui représente cette fois-ci la structure de la double hélice d'ADN. Donc vous l'avez ici en 3 dimensions et à droite en 2 dimensions. On retrouve ici encadré un nucléotide avec le phosphate en jaune, le ribose en blanc et la base ici, donc qui est une guanine en rose. On a 4 lettres différentes avec des couleurs différentes. On a des formes différentes qui indiquent bien qu'elles sont complémentaires, forme arrondie et forme triangulaire. Et ici, on voit que les deux brins, donc là il y en a un en rouge et un en violet, on voit que les bases sont associées, comme si vous aviez ici un escalier en colimaçon. Et les marches sont formées ce qu'on appelle des paires de bases, c'est-à-dire le A avec le T et le C avec le G. Donc dans le cours, vous avez des éléments supplémentaires. Les 2 chaînes, qu'on appelle également les brins, d'une molécule d'ADN forment une double hélice. Donc hélice parce que vous voyez que les brins s'enroulent autour d'un cylindre imaginaire, et double parce qu'en fait les 2 brins vont s'enrouler autour de ce même cylindre. Et cette structure a été mise en évidence par 2 personnes, Watson et Crick, en 1953. Donc ils ont eu le prix Nobel pour cette découverte. Maintenant qu'on a vu l'ADN, on va parler donc des ARN. Donc vous devez connaître également la signification de cet acronyme qui veut dire donc acide ribonucléique. Ici, vous avez des schémas simplifiés de l'ARN. Donc là, pour l'instant, vous avez ici, on voit bien qu'il y a un seul brin. Donc là, on va mettre en évidence les différences avec l'ADN.
Tout d'abord, vous voyez ici qu'il y a du ribose et non pas du désoxyribose. Donc le ribose, lui, possède tous ces OH, y compris en 2', vous vous souvenez, hein, ici sur ce carbone-là. Ensuite, on voit que dans les 4 bases, il y a toujours 4 bases, hein, quoi qu'il arrive, on retrouve bien la cytosine, la guanine et l'adénine, mais vous voyez que là, on n'a plus de thymine, on a de l'uracile à la place. Donc si vous avez une molécule avec des U, vous savez que c'est forcément de l'ARN. Si vous avez une séquence avec des T, vous savez que c'est une séquence d'ADN. C'est vraiment à chacune la base spécifique de la molécule. Et enfin, comme c'est constitué de ribose, ici on a bien un ribonucléotide. D'où le nom pour les ARN acides ribonucléiques. Donc dans le cours, vous pouvez noter donc ce sont des polymères également de nucléotides, sauf que là ce sont des ribonucléotides reliés toujours entre eux, on le voit ici par des liaisons avec des traits pleins, donc ce sont des liaisons covalentes, qui sont également des liaisons 3', 5' phosphodiester. La principale différence entre ADN et ARN est que dans l'ARN, la base azotée thymine est remplacée par une autre base azotée, qu'on abrège U, qui est donc l'uracile. Il existe chez les cellules eucaryotes 3 types d'ARN avec des fonctions et surtout des localisations différentes. On va commencer par les ARN ribosomaux qu'on abrège ARN en majuscule et un R en minuscule. Ces ARN sont associés à des protéines et vont former donc des ribosomes. Donc ça, c'est synthétisé au niveau du nucléole. On a les ARN de transfert, on va en parler, on va les utiliser surtout au moment de la traduction. Alors ces molécules sont très particulières parce qu'on sait que les ARN sont faits d'un seul brin, mais là, ils ont en fait une forme en feuille de trèfle. Donc là, vous avez un schéma d'un ARNT. On a ici donc des boucles. On a 3 boucles, dont une qui est plus importante que l'autre. Les autres, on verra après. Et sur cet ARNT, on verra qu'il y a possibilité de fixer ici un acide aminé. Donc un acide aminé différent selon les 3 lettres qui vont être ici. On verra ça quand on fera la traduction. Donc dans votre cours, vous avez un schéma qui montre les points importants. Donc on retrouve ces fameuses 3 boucles. La boucle anticodon, donc l'anticodon c'est 3 lettres portées par l'ARNT sur la boucle centrale. Et il y a le site de fixation ici qui permet de fixer justement l'acide aminé pour pouvoir former ensuite la protéine au niveau de la traduction. Donc on en reparlera à ce moment-là. Alors ensuite, les ARN messagers qu'on va abréger ARNM, qui vont résulter de la transcription d'une partie d'un ADN et en représentent une copie symétrique conforme. Donc ça, on le verra dans la partie expression du génome. Alors ces ARN messagers ont pour but de faire passer l'information génétique du noyau au cytoplasme, puisque l'ADN ne peut pas sortir du noyau, il va être modifié, en fait transcrit en ARN messager, donc c'est la même information, et ensuite cet ARN, lui, peut sortir du noyau et permet ensuite la traduction. Donc vous avez ici un schéma très simple d'un ARN messager, vous voyez en fait que c'est finalement un seul brin qui est orienté toujours dans le sens 5' vers 3'. On retrouve les lettres, sauf qu'ici, attention, ne mettez surtout pas de T, vous remplacez les T par des U. Et donc en bleu, ce sont des groupements phosphates. Donc contrairement aux molécules d'ADN, les ARN sont constitués d'une seule chaîne. On dit que ce sont des molécules monocaténaires, alors que l'ADN est fait de 2 chaînes, on parle de molécules bicaténaires. On rencontre cependant une structure spatiale avec des zones hélicoïdales, des boucles reliées par des liaisons hydrogènes entre G et C pour certains ARN, comme les ARNT. Donc ça, on l'a vu précédemment et on en reparlera au moment de la traduction. Voilà, donc la première vidéo sur le chapitre 8.1 est terminée. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et vers le haut. Ensuite, sélectionnez la cloche pour avoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et surtout, vous pouvez commenter ces vidéos, me dire ce qui vous plaît et si ça ne vous a pas plu, pourquoi. Et aussi, pensez à vous abonner à ma chaîne. Cela me permet, ça m'encourage à continuer.